Je vous salue mes amis, vous êtes sur la chaîne Rapport Militaire et aujourd'hui nous allons discuter avec vous de la situation en Ukraine au 3 septembre 2025. Aujourd'hui il s'est produit un grand nombre d'événements très intéressants, alors commençons. Nous débutons par une nouvelle frappe massive de missiles et de drones sur le territoire ukrainien. Dans la nuit du 3 septembre, la partie russe a mené une nouvelle frappe massive et selon des informations provenant des sources ouvertes, ces frappes ont principalement visé l'ouest de l'Ukraine. Sur ces images, nous pouvons observer la ville de Lutsk et l'action de la défense antiaérienne ukrainienne. S'agissant de la ville de Lutsk, les frappes ont principalement été menées avec des drones de type Géranium. Cependant, aucune autre séquence en provenance de Lutsk n'a été publiée. Des images ont également eu lieu dans la partie sud-ouest. Ici, des anomalies de feu sont enregistrées dans la zone de la localité d'Ivano-Frankovsk. Une zone industrielle a été endommagée, probablement utilisée par la partie ukrainienne pour la production de missiles et de drones. Des frappes ont aussi été portées sur la localité de Khmelnytsky. Ici, des anomalies de feu sont observées, mais des anomalies assez importantes, ce qui indique que c'est précisément le site industriel situé dans la partie sud-ouest de la localité qui a subi des dommages critiques. Sur ces séquences, nous pouvons voir le moment de l'explosion, peut-être une détonation, peut-être l'arrivée d'un drone, peut-être celle d'un missile. En principe, c'est tout. C'est aussi un détail très important et intéressant. Or, au matin du 3 septembre, cette carte a été publiée sur laquelle nous pouvons observer les itinéraires approximatifs des missiles russes et des drones. Nous pouvons voir d'après ce schéma que la partie russe a de nouveau utilisé des centaines de drones et des dizaines de missiles de croisière ainsi que des missiles de type calibre. Les flèches rouges correspondent aux missiles de croisière de type Kh-101, les flèches vertes aux missiles calibre, probablement lancés depuis les eaux de la mer d'Azov. Mais encore une fois, on observe un grand nombre d'explosions, beaucoup de flèches et de lignes. Mais en ce qui concerne les images de contrôle objectif, nous n'avons pratiquement rien reçu. Cela indique qu'en premier lieu, la partie russe a frappé des sites d'infrastructures militaires qui apparemment sont dans un régime de secret particulier, car nous ne recevons rien. Nous venions tout juste d'analyser les images de l'action de la DCA à Lutsk, ainsi que les anomalies de feu relevées par les satellites de la NASA, c'est-à-dire pratiquement rien de plus. Le ministère de la Défense de l'Ukraine au matin du 3 septembre a fait état de l'efficacité de la défense antiaérienne. Au total, durant la nuit, 526 cibles aériennes ont été identifiées, y compris des drones et des missiles. En tout, la partie ukrainienne a réussi à abattre 451 cibles. Nous constatons donc une différence de 75 unités. Autrement dit, ce sont ces 75 unités qui très probablement ont infligé des dommages à des installations militaires ukrainiennes. Mais je le répète, il y a très peu de séquences disponibles. C'est-à-dire que même s'il s'agissait d'un des plus importants bombardements, plus de 500, ce qui le place, disons, dans le top 10 ou top 20 des frappes les plus puissantes malgré cela, il y a très peu de séquences. Si l'on revient à la carte, les frappes ont, comme on le voit, été portées sur l'ouest de l'Ukraine. Plusieurs explosions ont été enregistrées sur le territoire de Kiev, d'autres sur la localité de Krapivnitsky, et un grand nombre de frappes, pour la plupart menées par des drones, ont visé le Donbass, notamment l'agglomération de Pokrovsk, celle de Kramatorsk-Slaviansk et la localité de Drushkovka. Et en principe, c'est tout. Passons maintenant à la ligne de contact. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles intéressantes et nous commençons par le secteur de Zaporozhye où les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent leur offensive. Même s'il ne se fait pas à un rythme élevé, on constate dans l'ensemble une progression graduelle. S'agissant de l'Kiev à proprement parler, je rappelle qu'il y a 2 jours, l'armée russe a tenté de s'installer dans la localité de Novoandreïvka, Novodanilovka, située plus au sud, mais à ce jour, nous n'avons toujours reçu aucune image de contrôle objectif susceptible de confirmer le succès de cette offensive. Par conséquent, nous n'effectuons pour l'instant aucune correction. Nous attendons des informations complémentaires. Si l'on considère le secteur est de Zaporozhye, des chaînes Telegram affiliées au groupement de troupes est ont indiqué aujourd'hui que les unités de l'armée russe sont parvenues à percer la défense des forces armées ukrainiennes et à pénétrer sur le territoire de la localité appelée Novosyolovka, voilà ce village. De plus, le groupement S signale que les unités russes sont parvenues à s'installer dans la partie nord-est. Des combats intenses se déroulent actuellement ici. Je vous rappelle que c'est précisément ici, il y a
quelques jours que des cartographes ukrainiens ont réalisé les colorations correspondantes, rapportant des pénétrations et des prises de position par les groupes de sabotage. Vous vous souvenez de ce petit îlot dans la partie nord-est du village. Ensuite, l'îlot a été en fait effacé. Voilà qu'aujourd'hui, après quelques jours, peut-être une semaine, les premières informations apparaissent à nouveau. L'armée russe est revenue sur le territoire du village. Et cette fois, il semble que ce soit sérieux. Ainsi, dans un avenir proche, nous attendons des colorations et des corrections supplémentaires. En ce qui concerne les cartographes ukrainiens, ils présentent une situation très intéressante, disons-le, sur le front est de Zaporozhye, selon laquelle l'armée russe ne fait qu'approcher la localité de Yanvarskoye, bien qu'il existe déjà des images de contrôle objectif en provenance de Yanvarskoye et du village de Voronoye, prouvant à l'époque le contrôle total des deux villages. De plus, les cartographes ukrainiens n'ont colorié qu'aujourd'hui la partie nord-ouest de la localité de Kamar. Selon les sources pro-ukrainiennes, il existe toujours sur ce secteur un certain corridor entre la localité de Perebudova, au nord de Voskresenka, ainsi que Yanvarskoye, là où, apparemment, des unités ukrainiennes ou des groupes issus des formations de reconnaissance et de sabotage ont encore la possibilité de se déplacer. Il est difficile de dire à quel point cette carte correspond à la réalité, mais une telle carte existe aussi. Poursuivons avec le secteur de Pokrovsk où il y a beaucoup de nouvelles intéressantes. Aujourd'hui, nous apportons une petite coloration sur la localité de Dachnoye, sur la base, là encore, de la vidéo publiée hier par le 425e régiment d'assaut des forces armées ukrainiennes, où l'on peut observer des combats rapprochés sur le territoire du village. Ce sont ces images qui servent de fondement à la coloration. Ici, on peut voir un grenadier ukrainien tiré à courte distance sur des positions des forces armées de la Fédération de Russie dans la maison voisine. La position du soldat ukrainien a été repérée à ce point précis. C'est pourquoi, sur la base de ces images, nous avons conclu que ce secteur de la localité de Dachnoye est bien sous le contrôle des forces armées de la Fédération de Russie. Hier, la carte se présentait ainsi. Certains cartographes neutres ou pro-russes signalaient un nettoyage complet. Ensuite, nous nous souvenons de l'épisode de Flagotik, après quoi nous procédons à la coloration. Quant à la localité même de Pokrovsk, selon les informations reçues à l'heure actuelle, les principales opérations de combat se déroulent depuis le point de pied appelé Babochka vers le nord, en passant par Shunichino, Novopavlovka en direction de Gnatovka et du secteur sud de Pokrovsk. C'est précisément dans ce secteur que se déroulent actuellement les principaux combats. Et selon les images publiées par la partie ukrainienne, on peut conclure que le point de fuite de compagnie le plus au sud est passé sous le contrôle des forces armées de la Fédération de Russie, littéralement peut-être ces derniers jours. Sur ces séquences, nous voyons une frappe de drone opérée sur ce point d'appui. Ces vidéos n'ont été publiées qu'aujourd'hui. Ces images confirment que ce vaste point d'appui, Babochka, est passé sous le contrôle des forces armées de la Fédération de Russie. De cet angle, on peut en principe distinguer le point d'appui Babochka sur la vidéo et on peut également le repérer sur la carte. Sur la base de ces images, la plupart des cartographes colorient ce secteur et désormais nous voyons qu'une intensification progressive des combats se produit pour la localité de Shunichino, qu'ensuite l'armée russe avancera en direction de Novopavlovka. En ce qui concerne ce secteur, un grand nombre de frappes d'artillerie, de drones ainsi que de systèmes de lance-roquettes multiples sont enregistrés en ce moment. Ainsi, il y a une progression parallèle des unités russes le long du chemin de fer et entre les points de puits accompagnés d'une canonnade incessante de l'artillerie russe. On assiste ainsi à une opération de nettoyage, à une préparation d'artillerie, puis à un assaut. Quant à la localité même de Pokrovsk, depuis ce matin, ces séquences circulent sur le segment ukrainien d'Internet. Selon les sources ukrainiennes, ces images auraient été publiées par des unités russes, comme si à l'heure actuelle, l'armée russe menait une nouvelle opération baptisée Trouba, Tuyau, et qu'à tout moment, des unités russes pouvaient surgir à l'arrière des positions ukrainiennes. Bien sûr, ces images suscitent beaucoup de discussions du côté ukrainien, car il ne s'agit pas seulement de vidéos, mais, disons-le, d'un point sensible pour Syrski, l'état-major, et pour toutes les forces armées ukrainiennes en général, car il se rappelle toute la chronologie de l'opération militaire spéciale. C'est justement après ce genre d'opération par les tuyaux que la Russie a connu ses plus éclatantes victoires. Rappelons qu'il y a eu 4 opérations Trouba depuis le début de l'opération. La première, celle d'Avdiivka, ensuite celle de Toretsk, plus la Trouba de Soudja. Et aujourd'hui, il
s'agit peut-être d'une quatrième opération. N'oublions pas Avdiivka, la percée du front, Toretsk, Soudja. Toutes ces opérations ont été particulièrement douloureuses pour les unités des forces armées d'Ukraine. On apprend en outre que ces séquences montrant des soldats russes se déplaçant dans les tuyaux pourraient avoir été prises quelque part déjà dans le centre de Pokrovsk. C'est pourquoi tout le monde garde des oreilles grandes ouvertes du côté des unités ukrainiennes. On essaie de surveiller où des groupes de sabotage russes pourraient surgir. D'autre part, certaines sources signalent que les tuyaux visibles sur les images sont très neufs et il se pourrait donc qu'il s'agisse effectivement des vidéos d'entraînement de certaines unités russes ou d'opérations des services spéciaux russes visant à maintenir toute la hiérarchie militaire ukrainienne ainsi que des unités individuelles en état de tension, ce qui à son tour risque de diminuer la vigilance lorsqu'on surveille la situation le long de la ligne de front. Sur le flanc nord-est de l'agglomération de Pokrovsk, les images les plus marquantes et les plus saisissantes aujourd'hui proviennent de la zone de percée. Aujourd'hui, des sources ukrainiennes diffusent la vidéo, comment le dire correctement, d'une opération spéciale menée par des groupes de reconnaissance et de sabotage des forces armées d'Ukraine. Ces images ont été publiées dans la zone de la localité de Boïkovka. Je pense que tout le monde les a vues et discutées. Nous allons également en toucher quelques mots. Ici, nous pouvons observer deux combattants russes marchant en direction de la ligne de front. Les voici à l'arrière-plan, tandis qu'un soldat ukrainien se tient devant eux et pendant cette scène, les soldats russes l'ont pris pour un soldat russe. Peut-être était-il même vêtu d'uniforme russe. L'essentiel, c'est qu'en premier lieu, les unités russes ne s'attendaient pas ici à la présence des groupes de reconnaissance et de sabotage. Et littéralement, quelques secondes plus tard, le soldat ukrainien s'éloigne légèrement du groupe russe, puis commence à tirer sur les soldats russes. Cet épisode a été géolocalisé et s'est produit précisément à cet endroit. Encore une fois, si l'on se rapporte à la carte, c'est sur cette route que les soldats russes avançaient vers la ligne de front, vers la ligne de percée, et c'est là qu'ils se sont croisés. Le soldat ukrainien s'est un peu éloigné des combattants russes, puis a ouvert le feu dans leur dos. Cet épisode a eu lieu ici, et évidemment la question se pose, faut-il colorier la carte et quand ces événements se sont-ils produits? Après avoir analysé cette vidéo, nous avons décidé de ne pas modifier la carte pour le moment. D'abord, ces séquences ont été publiées par la partie ukrainienne, à savoir le 425e régiment d'assaut, et il faut ici bien comprendre qu'il y a peu de chances que cette action se soit produite la veille. Premièrement, parce que si cela avait eu lieu la veille, alors dans ce cas, la partie ukrainienne révélerait ses propres positions. Il s'agit de positions extrêmement avantageuses pour des groupes de reconnaissance et de sabotage, car il serait possible d'y mener plus d'une embuscade. Par conséquent, il serait évidemment, disons-le, maladroit de livrer ainsi ses propres positions. Nous pensons donc qu'il s'agit finalement d'archives, d'images datant déjà de quelque temps, une semaine peut-être, 2, voire un mois, au moment de la percée lorsque la partie ukrainienne tentait de lancer une contre-attaque. C'est la première chose. Deuxièmement, la vidéo montre clairement un soldat ukrainien appartenant à un groupe de reconnaissance et de sabotage, et non à une unité régulière, pas à des brigades conventionnelles qui se déplaceraient ici contre-attaqueraient et rétabliraient le contrôle sur certaines zones perdues antérieurement. Pour l'instant donc, la carte reste inchangée, mais dans tous les cas, nous allons suivre de très près ce secteur du front, car il se pourrait qu'on doive corriger la carte prochainement si nous recevons des preuves complémentaires plus sérieuses démontrant que la partie ukrainienne a effectivement mené, disons-le, une contre-attaque si réussie qu'elle aurait atteint la localité de Boïkovka et Novotoretskoye. Cependant, certains cartographes russes aujourd'hui ont déjà réalisé les colorations appropriées, précisément dans la zone de percée. Je vous rappelle que selon diverses sources russes, lors du pic de la contre-offensive russe, les unités russes parvenaient à atteindre les faubourgs sud de la localité de Petrivka, ainsi qu'à pénétrer plus en profondeur au sud-est de Grushkoye et au nord-ouest de Toretskoye. Aujourd'hui, ces cartographes procèdent en conséquence. Selon eux, lors des dernières contre-attaques, la partie ukrainienne serait parvenue à couper toutes ces percées et à stabiliser un peu la situation. Mais dans tous les cas, on voit bien ensemble que l'armée russe continue de tenir ce secteur malgré toutes les tentatives de contre-attaque de la part des unités ukrainiennes et essaie peu à peu de l'élargir. Aujourd'hui, on reçoit des informations de sources russes concernant un nouveau passage sur le territoire de la localité nommée Ivanovka, ainsi que la poursuite de la progression au nord-ouest de la localité de Chakovo.
Nous voyons que les combats pour la poche de chaque voie se poursuivent. Enfin, un autre point sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Hier, j'ai analysé la situation en remontant toute l'histoire de l'opération militaire spéciale. Et aujourd'hui, voilà, littéralement hier soir, ce matin, j'en suis venu à une conclusion très intéressante. Actuellement, dans la direction du Donbass, précisément dans cette zone, dans la région de Donetsk, une partie de la région de Dnipropetrovsk, une partie de la région de Kharkiv est concentrée la force la plus puissante, le mieux dotée, la plus professionnelle et la plus expérimentée de l'armée des forces armées d'Ukraine. C'est ici actuellement que se sont réunis les élites des forces armées d'Ukraine, de la garde nationale et d'autres, peut-être unités de combat de l'Ukraine, dont des unités de SBU, de la direction principale du renseignement, et ainsi de suite. Autrement dit, tout est rassemblé ici. Sur toutes les autres directions, on trouve clairement, si l'on peut dire ainsi, des unités de seconde catégorie, c'est-à-dire ceux qui ont été mobilisés récemment, qui pourront tenir jusqu'à l'arrivée de renforts si quelque chose de grave se déclenche. Tout est ici maintenant, et si ce tout devait, d'une façon ou d'une autre, être vaincu ici, alors nous comprenons bien qu'il ne sera plus possible par la suite de reconstituer une telle force. C'est pour cela que nous disons que c'est la bataille décisive, non seulement de 2025, mais de façon générale une bataille qui va déterminer la suite et en premier lieu le processus de négociation, à savoir la question de la neutralité, de l'intégration à l'OTAN, du nombre des forces armées de l'Ukraine, et ainsi de suite. Et ici, clairement, il ne faut pas s'attendre à des avancées majeures sur la ligne de front, ni d'un côté ni de l'autre, dans un avenir proche. C'est exactement sur cette ligne de front qu'aura lieu une très longue bataille. Chaque jour, d'un côté comme de l'autre, des réserves et des renforts seront engagés. Et en fait, à la fin, la victoire reviendra à la partie qui conservera plus de réserves, tandis que l'autre aura épuisé toutes ses ressources. Nous verrons comment la situation évoluera ici. Un peu plus à l'est, des sources russes publient des images de contrôle objectif de la localité de Russin-Yar. La localité est passée sous contrôle de la Fédération de Russie il y a quelques semaines, peut-être plus, mais cela uniquement sur la base, je crois, d'un rapport du ministère de la Défense. Or, aujourd'hui, la présence des unités russes sur ce secteur a été confirmée par ces images de contrôle objectif où l'on voit deux soldats russes hissant un drapeau. C'est pour l'instant le seul épisode diffusé depuis ce secteur. Mais ce qui est remarquable, ce n'est pas tant cet épisode lui-même que le fait que, depuis 2 jours, sont publiées des séquences où l'on hisse des drapeaux. Hier, rappelez-vous, des images ont été publiées depuis la localité de Poltavka. Nous voyons que les soldats sortaient d'un bâtiment, peut-être une ancienne ferme ou une ancienne école, et présentaient le drapeau de l'unité. Aujourd'hui, des images proviennent déjà directement de Russin-Yar. Cela ressemble donc à une directive claire prise au bon niveau, peut-être même à une sorte d'obligation réglementaire. Hisser le drapeau dans chaque localité, réaliser une vidéo, etc. La partie ukrainienne, pour l'instant, n'a publié aucune vidéo, ni de Poltavka, ni de Russin-Yar, montrant qu'elle aussi a pu hisser ses drapeaux, contrairement à ce qui s'est passé, par exemple, dans la localité de Dachnoye. Nous avons discuté cette situation hier. Nous nous dirigeons maintenant vers Konstantinovka. Ici, la ligne de front semble s'être figée pour quelque temps. Il se peut qu'une réorganisation soit en cours ou que la partie russe achève les opérations de nettoyage sur la ligne de front de Nelipovka jusqu'à Alexandre-Shultino, mais dans l'ensemble, la situation n'est pas calme. L'aviation russe intervient, les drones TV russes aussi, et les commandos nettoient progressivement les rideaux forestiers. Un regroupement et une réorganisation sont en cours. Il est possible que la partie russe reprenne bientôt ses actions offensives, mais concernant la journée actuelle, il n'y a aucun ajustement à signaler. De façon générale, cela fait longtemps que nous n'avons pas reçu d'ajustements provenant de là-bas. Rappelons que les derniers ajustements sur ce secteur datent de la semaine dernière ou du début de cette semaine. Le ministère russe de la Défense a signalé la prise de la localité de Nelipovka. C'était la dernière avancée, après quoi l'état-major a publié un rapport mentionnant d'importants progrès le long de la M03 en direction de Slaviansk. Et en principe, c'est tout. Nous passons donc maintenant aux directions les plus importantes et intéressantes. Et nous commençons avec le secteur de Siversk. Je rappelle qu'hier, dans un nouveau rapport, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a indiqué que les unités russes avaient réussi à franchir la rivière Bakhmutka, à nettoyer les positions dans la localité de Fedorovka et à enchasser les formations ukrainiennes. Hier, sur la base du rapport du ministère de la Défense, nous avons procédé à la coloration appropriée.
Voilà à quoi ressemblait la carte ces dernières 24 heures. Aujourd'hui, certains experts pro-russes indiquent qu'après le nettoyage de Fyodorovka, les unités russes ont commencé à avancer dans la localité de Perezhnoye. D'ailleurs, l'histoire de Perezhnoye est très particulière. Je rappelle que le ministère russe de la Défense, en fait peut-être il y a 6 mois, peut-être un an, avait déjà annoncé la prise de Perezhnoye. Ainsi, nous l'avons colorié il y a environ un an en faveur des forces armées de la Fédération de Russie. Cependant, de toute évidence, après cela, il y a eu une contre-attaque, ou peut-être que la situation ne correspondait pas réellement aux faits, car si le secteur de Seversk, il y avait alors un commandement qui, si vous vous souvenez, dispersait les drapeaux dans la partie ouest de Verkhnekamenskoye, après quoi le commandement a été changé. C'est-à-dire qu'il y avait ici un décalage entre la réalité et les rapports qui remontaient de ce secteur. Puis la direction a changé et la carte est revenue à la situation de départ, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, d'après les informations parvenues, hier à Fyodorovka, aujourd'hui Perezhnoye, on peut conclure sans ambiguïté que l'armée russe s'est fixée pour objectif de progresser vers la localité de Seversk par le sud et le sud-est. Et on voit que, de toute évidence, ce secteur du front livrera dans un proche avenir de nombreuses nouvelles importantes. La tâche qui s'oppose aux unités russes est ici assez simple, s'approcher au plus près des principales artères logistiques de Seversk, venant de l'ouest, les placer sous contrôle de feu complet, après quoi commencera l'encerclement progressif. Aujourd'hui également, des analystes pro-occidentaux ont publié une analyse très intéressante sur les lignes défensives et aujourd'hui, les sources et analystes rapportent que pendant les combats de 2023-2024, dans la zone de la localité de Vyimka, l'armée russe a réussi à nettoyer le réseau d'appui le plus étendu, s'étendant le long du chemin de fer entre la localité de Seversk et dans une direction sud-est vers Belogorovka, puis plus loin vers des localités comme Kamyshevaka et encore en direction de la région de Lugansk. Voilà cette ligne de chemin de fer, remarquez la densité des points d'appui à cet endroit. Je me souviens comment se sont déroulés des combats, ces ajustements étaient réalisés chaque jour partie fragment. C'était l'un des secteurs les plus difficiles du front, mais nous voyons que tous les plus grands points d'appui sont désormais sous contrôle de l'armée russe. Dans la direction nord, des images publiées par la partie ukrainienne proviennent de la localité de Serebrianka. Elles montrent une frappe de drone FPV ukrainien sur les positions des forces armées de la Fédération de Russie dans la partie sud-ouest de cette localité. Ce sont des images de contrôle objectif extrêmement importantes que nous utilisons comme confirmation des positions avancées des forces armées de la Fédération de Russie sur le territoire de Serebrianka. Autrement dit, il y avait eu, rappelez-vous, plusieurs déclarations disant que peut-être Serebrianka n'avait pas été entièrement nettoyé. Aujourd'hui, de nouveaux éléments attestent que Serebrianka l'a bien été totalement. L'artillerie frappe Seversk et vise des positions nord-ouest. Dans l'ensemble, une configuration très dense a déjà été formée sur le périmètre et les unités russes, on a cette impression, sont simplement en attente de l'ordre pour lancer enfin l'assaut sur cette localité. Sur la section du front de Léman, de petites avancées sont enregistrées. Divers cartographes procèdent aux colorations appropriées. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, l'information est entrée comme quoi le point d'appui situé entre Stavki et Zarychnoye a été nettoyé. Cette information avait déjà été confirmée il y a quelques jours par des analystes occidentaux. Elle est aujourd'hui par des analyses pro-russes, mais sans images à l'appui. Le siège de Chandrigolovoye se poursuit. Il est possible que des actions d'assaut aient lieu, mais sans modification de la carte. Et nous en arrivons ensemble à la localité de Kupiansk. En réalité, c'est la direction la plus intéressante et intrigante. Je rappelle qu'il y a quelques jours, l'état-major Valery Gerasimov nous a présenté un rapport intéressant accompagné d'une carte sur laquelle nous avions discuté de la présence de la Crimée, de la région de Mykolaïev, de la localité d'Odessa et de la région d'Odessa, de la façon dont elles étaient signalées sur la carte derrière lui. Il a également dit beaucoup de choses intéressantes sur Seversk et il a souligné que l'armée russe contrôle actuellement 50% de la localité de Kupiansk. Nous nous souvenons de la carte de l'état-major selon laquelle les positions russes s'étendent jusqu'à la localité appelée Osinovo. Donc, selon Gerasimov, la localité de Kupiansk est non seulement contrôlée à 50%, mais également totalement bloquée à l'ouest.
Naturellement, nous tous, cartographes, experts au SINT, tous les analystes ont regardé leurs cartes, les cartes de l'état-major, et ont constaté un énorme écart. Et bien sûr, se sont demandé comment l'expliquer, comprendre ce qui se passe. Naturellement, toutes ces questions, tous ces détails sont suivis en permanence. Aujourd'hui, justement, une réponse a été donnée à l'agacement, disons, des segments pro-russes et pro-ukrainiens qui suivent les opérations spéciales. Aujourd'hui, spécialement pour nous tous, je crois, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a publié des images du secteur nord-ouest de Kupiansk. Voici ces images de contrôle objectif dans divers secteurs du nord-ouest de Kupiansk. Ont été diffusés des épisodes, des séquences où l'on voit des soldats russes hisser des drapeaux, seuls ou par deux, à différents endroits. Et non seulement les drapeaux étaient hissés, mais le ministère de la Défense a pris soin d'indiquer les coordonnées exactes de chaque lieu où un drapeau avait été installé afin de gagner du temps à tous les observateurs suivant l'opération spéciale. Bien entendu, tous ces drapeaux ont été reportés sur la carte. Si l'on regarde la carte, selon cette vidéo du ministère de la Défense, 4 drapeaux ont été hissés. L'un, disons, dans la partie centrale, à l'emplacement du bâtiment du district de Kupiansk, la maison de la culture, ainsi qu'au siège de l'administration du district, c'est-à-dire l'exécutif ici dans la zone de la mairie, un drapeau a été hissé. C'est le premier épisode. Le soldat russe se déplace, mais ne pénètre pas sur la place, remarquez. Oui, il s'arrête là, hisse le drapeau, mais ne va pas plus loin sur la place. Sans doute, c'était encore risqué au moment de hisser le drapeau. Un des drapeaux a été hissé près du stade Spartak, un autre près du pylône télé, situé dans la partie nord, et un autre à l'entrée de Kupiansk dans sa partie nord-ouest. Et à partir de ces images, aujourd'hui, tout le monde procède donc aux colorations correspondantes. Voilà à quoi ressemblait la carte hier. Aujourd'hui, en s'appuyant sur la vidéo du ministère de la Défense, tout le monde procède à la coloration appropriée. Oui, il reste encore du chemin avant d'arriver à 50% de Kupiansk, mais pour 20%, on peut déjà l'affirmer avec certitude. Selon cette vidéo, il est certain que la partie nord-ouest, soit 20% de Kupiansk, est, semble-t-il, sous contrôle solide et géolocalisé des forces armées de la Fédération de Russie. Cependant, dans certaines zones, il n'est tout simplement pas recommandé de tourner des images car ce n'est probablement pas sans danger pour la vie et la santé des soldats. C'est pourquoi aucune vidéo n'a été tournée partout où sont stationnées les unités russes. Vous voyez, nous avons effectué la coloration précisément depuis les points les plus périphériques. Voici le drapeau, mais il ne peut y avoir de position ukrainienne ici, car il y aurait sinon un tireur, un coup de feu et ce serait fini. Donc très probablement ce sont ici aussi des positions russes, mais il est dangereux de s'avancer en terrain découvert. Situation semblable pour le stade. Les séquences sont faites depuis le côté nord, celui où aucun tir dans le dos ni de face n'était à craindre. Si les images avaient été faites depuis ce secteur ou du côté de ces immeubles, il y aurait eu des risques. Même chose à l'entrée. Les images ont été faites depuis le garage coopératif, protégé par le boulangerie industrielle ou peut-être un autre site industriel. Il est évident que les positions russes sont bien plus profondes à Kupiansk, mais on est allé jusqu'à la ligne extrême, car il reste pour l'instant difficile de deviner ce qui se passe plus loin. Il s'agit clairement d'un sandwich. Une partie sous contrôle russe, une autre sous contrôle des forces armées ukrainiennes. Et c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. La chaîne Rapport Militaire rappelle que nous condamnons toute forme de violence dans le monde et appelons toutes les parties à ouvrir sans délai des négociations et à régler tous les problèmes par la voie diplomatique. Merci de votre fidélité, abonnez-vous à la chaîne, mettez vos likes et portez-vous bien.